À ma remise de diplôme, ma mère redoute que je ne fasse honte à la famille, m'isolant et me privant de déjeuner. Ma sœur ricane. Mais le doyen m'appelle la première, stupéfiant ma mère. Le vrai secret est alors révélé. Je me tenais sur le parking de l'université de Lyon dans ma toge et mon mortier quand ma mère me tira à part. Son sourire était de ce qu'elle portait lorsqu'elle voulait faire paraître facile quelque chose qui ne l'était pas. Mon père, Thomas, ajusta sa cravate non loin. Ma sœur, Mathilde, arrangea ses boucles. Ma mère se pencha et me murmura ce que j'avais entendu sous différentes formes toute ma vie, « S'il te plaît, ne fais pas honte à la famille aujourd'hui. Traverse la scène discrètement. Pas de pleurs, pas de discours dramatiques. Laisse Mathilde profiter de ce moment, elle aussi. Je m'appelle Patricia Dubois. J'ai 27 ans. Je venais d'obtenir mon master après 7 ans à travailler en quart de nuit à l'hôpital Sainte-Marguerite, à étudier dans ma voiture pendant les pauses déjeuner, et à reconstruire ma vie sur des bases que ma famille n'a jamais cherché à comprendre. Mathilde ne recevait pas de diplôme. Elle était là en tant que la fille que mes parents aimaient afficher. Ma mère me rappela que j'avais mis trop de temps à terminer mes études, que les gens poseraient des questions, et que mon travail à l'hôpital n'était rien qui vaille la peine d'être mentionné. J'ai ravalé chaque mot. Je suis entré et me suis assise à l'arrière, là où il m'avait dit de m'asseoir. Puis le doyen s'avança vers le pupitre, regarda l'amphithéâtre et déclara, avant de commencer, « J'aimerais que Patricia Dubois se lève la première. » Tout le monde se tourna. Le visage de ma mère pâlit. Avant que je ne puisse me lever de ma chaise, mon esprit revint sur tout ce que cette matinée m'avait déjà coûté. Ma famille avait failli ne pas venir. Ma mère avait dit que leur présence serait gênante parce que la fête de fiançailles de Mathilde avait eu lieu la veille, et mon père s'était plaint des frais de stationnement près du campus. Mathilde m'avait dit que je devais être reconnaissante qu'il se soit donné la peine de venir. Il m'avait fait conduire séparément. Ma mère avait dit qu'il n'y avait pas assez de place dans le SUV familial avec le fiancé de Mathilde, Antoine, à bord. C'était un mensonge. Il y avait de la place pour 2 personnes de plus. Ils ne voulaient tout simplement pas de moi sur les photos d'avant-cérémonie. À l'intérieur de l'amphithéâtre, ils avaient choisi des sièges loin sur la gauche, loin de l'endroit où les familles des lauréats étaient censées s'asseoir. Ma mère avait prétendu que la zone réservée était pleine. Mais je l'avais vu passer devant une rangée clairement indiquée portant mon nom sur la carte de siège pour Léa. Je m'étais assise seule parmi des inconnus et m'étais dit que tout allait bien. Maintenant, le doyen appelait mon nom devant un amphithéâtre plein, et la rangée réservée que ma mère avait délibérément ignorée prenait soudain tout son sens. Elle n'était jamais destinée aux invités ordinaires. Elle était destinée à la famille de la personne que l'université se préparait à honorer toute la matinée. Je me levai lentement, incertaine de la raison pour laquelle les applaudissements montaient déjà avant même que je n'ai atteint l'allée. Le doyen annonça que je recevais la plus haute distinction universitaire décernée pour l'excellence académique, le leadership communautaire et un projet de recherche qui avait fondamentalement changé la façon dont l'Académie de Rhône-Alpes identifiait et soutenait les élèves issus de familles à faible revenu. La salle explosa de bruit. Ma mère se figea sur sa chaise comme quelqu'un qui venait d'être surpris avec la mauvaise expression sur le visage. Mathilde se pencha vers Antoine et murmura quelque chose que je ne pus entendre. Mon père, Thomas, regarda pour la première fois de la matinée son programme imprimé et trouva mon nom inscrit sur la toute première page. Puis le doyen ajouta une phrase de plus qui fit se raidir les épaules de ma mère, « Patricia Dubois prononcera également le discours de l'étudiant d'aujourd'hui. » La main de ma mère se leva, elle se racla la gorge lentement vers sa bouche car moins de 15 minutes plus tôt, debout sur ce parking sous un ciel matinal lumineux, elle m'avait dit calmement mais fermement de ne pas faire honte à la famille aujourd'hui. Maintenant, 250 invités, plusieurs officiels universitaires et tous les professeurs qui m'avaient vu obtenir ce diplôme se retournaient sur leur siège, attendant que je m'avance vers ce pupitre et que je parle. Je marchais vers la scène, mes mains tremblant légèrement sous le tissu de ma toge. J'avais préparé un discours soigné. Rien d'amer, rien d'accusateur. Mais en montant les marches du pupitre, je pensais à chaque nuit passée dans ma voiture dans le parking de l'hôpital à étudier entre les quarts. Chaque fois que ma mère avait qualifié mon diplôme de départ tardif, chaque dîner de famille où la moindre victoire de Mathilde devenait un toast, et mes plus grandes, recevaient le silence ou un changement de sujet. Je commençais calmement. Je parlais des secondes chances, de la persévérance silencieuse, et du genre de travail que les gens font dans des pièces où personne n'applaudit jamais. Le public écouta.
Ma mère remua sur sa chaise plus d'une fois parce qu'elle comprenait précisément qui je décrivais, même si je ne prononçais jamais son nom à voix haute. Puis je remerciai la seule personne qui avait vraiment cru en moi, professeur Eliane Lambert, ma directrice de recherche, qui m'avait trouvé en pleurs seul à la bibliothèque 2 ans plus tôt et m'avait dit quelque chose que j'avais répété 100 fois depuis, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train de devenir. Les applaudissements furent longs et sincères. Quand je regardais vers ma famille, Mathilde n'applaudissait pas. Elle fixait la professeure Lambert avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer immédiatement. Après la cérémonie, les familles se rassemblèrent dehors sous la lumière de l'après-midi pour des photographies. Des inconnus me félicitèrent. Les professeurs m'embrassèrent chaleureusement. D'anciens camarades de classe me présentèrent à leurs parents et me désignèrent comme quelqu'un à connaître. Ma mère feignait le bonheur comme elle le faisait toujours lors des événements publics, souriant aux moments exacts, acceptant les compliments qui m'étaient destinés, hochant la tête comme si elle s'était attendue à tout cela. Puis, la professeure Lambert s'approcha pour se joindre à notre petit groupe. Ma mère se raidit d'une manière qui n'avait rien à voir avec la clarté du soleil. Le fiancé de Mathilde, Antoine, s'avança et dit « Docteur Lambert ». Le sourire de la professeure Lambert se modifia légèrement. Elle le reconnut clairement, mais pas comme le fiancé de Mathilde. Elle le connaissait d'un endroit lié à un comité des bourses universitaires qui avait été associé à mon projet de recherche 2 ans plus tôt. Mathilde prit le bras d'Antoine et l'écarta. Mais je surpris son expression d'alarme avant qu'elle ne se tourne. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus ancien que ce matin. J'avais passé 2 ans à protéger mes réalisations en les gardant secrètes de ma famille. Je pensais que le secret était mon diplôme. Debout là, dans la lumière, je compris pour la première fois que le secret était bien plus grand. Ma mère insista pour une photo de famille juste après la cérémonie. Elle essaya de l'organiser avec Mathilde placée au centre et moi debout sur le côté, portant toujours ma tenue universitaire complète comme si j'étais une décoration dans le moment de quelqu'un d'autre. Même Antoine parut visiblement mal à l'aise. La professeure Lambert observait tranquillement à quelques mètres de distance. Ma mère dit, « Patricia, déplace-toi un peu. La robe de Mathilde capte mieux la lumière d'où tu te tiens. » C'est alors que le photographe de l'université s'avança. « La lauréate doit être centrée, dit-il simplement. » Le mot lauréate se posa sur le groupe comme une décision silencieuse. Tous ceux qui se tenaient à proximité l'entendirent. Pour la première fois de toute la journée, les gens autour de moi se réarrangèrent en fonction de l'endroit où je me tenais. Le sourire de ma mère se crispa au coin d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement contrôler. Mathilde regarda le sol. Mon père, Thomas, jeta un coup d'œil entre nous avec l'expression lente d'un homme réalisant qu'il avait passé des années du mauvais côté de quelque chose d'important. Puis le photographe demanda si je voulais une photo avec ma famille. Je les regardai. Le sourire prudent de ma mère, la posture raide de Mathilde, les yeux incertains de mon père. Pour la première fois de ma vie, je m'entendis dire, peut-être plus tard. Après la fin de la cérémonie, ma mère annonça joyeusement qu'ils avaient des réservations pour le déjeuner dans un restaurant du Vieux-Lyon. Je sentis le nœud serré dans mes épaules commencer à se dénouer jusqu'à ce qu'elle ajoute, nous n'avons réservé que 5 places. Nous avons supposé que ta partie de la cérémonie serait plus courte, et Mathilde a des projets pour l'après-midi. 5 places. Mes parents, Mathilde, Antoine et la mère d'Antoine, Élise. Pas moi. Mon propre déjeuner de remise de diplôme n'incluait pas de place pour moi. Avant que je ne puisse trouver les mots justes, la professeure Lambert s'approcha discrètement de moi et dit, « Patricia est attendue à la réception du corps professoral. » Le doyen a spécifiquement demandé sa présence. Ma mère cligna des yeux. Elle réalisa soudain qu'elle était observée par quelqu'un ayant une position institutionnelle et son expression se transforma en la performance qu'elle gardait pour ces moments. Mathilde murmura que je rendais les choses gênantes. Mon père ne dit rien du tout. Puis Antoine se tourna vers moi et demanda, « Patricia, votre recherche est-elle le projet de subvention communautaire du bois ?» Je me figeai. Je n'avais jamais mentionné le nom ou le sujet de ma recherche à ma famille. Ni le titre, ni l'objectif, ni l'implication de l'Académie de Rhône-Alpes. J'avais gardé chaque détail privé spécifiquement pour le protéger. Antoine n'aurait pas dû connaître ce nom. À la réception du corps professoral, Antoine me trouva près de la machine à café et s'excusa discrètement de m'avoir posé la question devant tout le monde. Il expliqua que son entreprise avait co-parrainé une subvention pour l'éducation communautaire l'année précédente.
Une candidature finaliste, enregistrée sous le nom de P. Dubois, avait été rejetée après le dépôt d'une plainte privée affirmant que la candidate avait faussement représenté des difficultés financières personnelles et familiales dans ses documents. Je posai ma tasse de café avec précaution. Cette plainte avait failli mettre fin à tout ce que j'avais construit. J'avais passé 3 mois en appel formel à soumettre des fiches de paie, des relevés bancaires, des quittances de loyer et des horaires de travail pour prouver que chaque ligne de ma candidature originale était absolument exacte. L'université avait rétabli mon financement seulement après que la professeure Lambert ait formellement demandé un examen indépendant complet de la plainte et de ses allégations. Antoine dit que Mathilde lui avait un jour mentionné nonchalamment que j'exagérais ma pauvreté pour attirer l'attention. Je restai immobile un instant. Ma sœur n'avait pas seulement dénigré mes études lors de conversations familiales privées. Elle avait peut-être aidé à déposer une plainte formelle visant à me priver de ma bourse et à mettre fin à ma recherche avant que quiconque en dehors de notre famille n'ait la chance de voir ce que je construisais. Mon esprit remonta 2 ans en arrière, lorsque j'avais décidé de reprendre mes études après avoir perdu mon poste de monitrice d'enseignement lors des réductions budgétaires de l'académie. Je louais une petite chambre. Je travaillais en quart de nuit à l'hôpital. J'envoyais des candidatures discrètement parce que partager mes projets avec ma famille avait cessé d'en valoir le coup. Chaque fois que j'avais ramené quelque chose d'espérant à la maison, cela revenait plus petit. Ils avaient un talent pour cela. Non pas par une cruauté qui laissait des marques, mais par le genre de doute constant et nonchalant qui épuise une personne de la même manière que l'eau façonne la pierre. Quand mon acceptation en master arriva, ma mère leva à peine les yeux de son café. Elle dit, « Master, Patricia. Ce dont tu as besoin, c'est de stabilité, pas d'une autre excuse pour retarder ta vraie vie. » Mathilde rit et demanda si je prévoyais de devenir une de ces histoires inspirantes de talents tardifs que les gens publient en ligne. Cette nuit-là, j'ai failli supprimer entièrement l'email d'acceptation. Le lendemain matin, la professeure Lambert m'appela et me dit que j'avais également obtenu une bourse d'études partielles basée sur mes documents de candidature. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait que j'avais un réel potentiel sans rien attendre de moi en retour. Après l'appel de la professeure Lambert, je pris une décision délibérée. J'ai cessé de partager quoi que ce soit d'important avec ma famille. Je ne leur ai pas dit quand j'étais sur le tableau d'honneur du doyen. Je n'ai rien dit quand ma proposition de recherche a été sélectionnée par le comité d'examen de l'académie. Je suis restée silencieuse lorsque le programme pilote a été lancé dans 3 écoles et que les enseignants ont commencé à envoyer des retours indiquant que les élèves réagissaient réellement. Je n'ai pas mentionné quand un comité d'éducation régionale a cité mon article dans une recommandation formelle. Au début, il ne s'agissait pas de construire quelque chose. Il s'agissait simplement de survie. Ma mère ne pouvait pas minimiser ce dont elle ignorait l'existence. Mathilde ne pouvait pas atteindre quelque chose dont elle n'avait jamais été informée. La version la plus sûre de mon travail était la version à laquelle il n'avait pas accès. Mais le jour de la remise des diplômes a tout changé. Toutes ces couches de silence prudent sont tombées en une seule matinée, et ce qui se trouvait en dessous s'est avéré être plus que ce que je m'étais permis d'imaginer. Ma famille était venue à ma remise de diplôme gênée que j'y sois. Au moment où le doyen a appelé mon nom, ils étaient assis sur ces mêmes sièges, gênés que je sois devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas simplement expliquer en douce. Cette différence m'a dit tout ce que j'avais eu besoin de savoir pendant des années. La professeure Lambert me tira à part vers la fin de la réception du corps professoral. Elle me dit qu'elle avait gardé quelque chose en réserve et qu'à la lumière de ce qu'Antoine avait partagé, elle pensait que j'avais besoin de l'entendre entièrement. L'université avait conservé les dossiers complets de la plainte concernant mon appel de subvention. Elle avait choisi de ne pas me les montrer tant que l'examen était ouvert parce qu'elle ne voulait pas que l'information perturbe ma concentration pendant la période académique la plus importante de ma vie, mais elle ne les avait jamais détruits. La plainte avait été déposée sous un nom anonyme, mais le document contenait des détails familiaux auxquels personne en dehors de mon foyer immédiat n'aurait eu accès, mon horaire de travail exact à l'hôpital, le montant précis de mon loyer mensuel, la texture spécifique de ma relation avec mes parents, et une expression, excès d'émotivité, que ma mère utilisait régulièrement à mon sujet, parfois devant d'autres personnes. Ma poitrine se serra autour d'une respiration que je ne pouvais pas tout à fait lâcher. Cela aurait pu être Mathilde qui l'avait envoyé. Cela aurait pu être ma mère. La professeure Lambert dit doucement, « Vous avez gagné proprement, Patricia. Chaque constatation vous a soutenu, mais quelqu'un qui vous connaissait intimement a très sérieusement essayé de s'assurer que vous ne le feriez pas. » La veille de la remise des diplômes,
c'était la fête de fiançailles de Mathilde dans un restaurant avec jardin privé à Lyon. Ma mère avait insisté pour que j'y assiste, même si je devais me lever tôt pour la cérémonie. J'y suis allé parce que refuser m'aurait coûté plus que d'y aller. Ma mère présentait Mathilde à chaque invité arrivant avec un plaisir visible et ne disait rien de mon diplôme quand quelqu'un demandait ce que je faisais. Quand un invité insista directement, ma mère répondit pour moi, « Patricia est encore en train de trouver sa voie. » J'avais ma coiffe de master pliée sur le siège arrière de ma voiture, garée à 2 pâtés de maison. J'allais obtenir mon diplôme avec les honneurs et prononcer le discours de l'étudiant le lendemain matin, et ma mère me présentait toujours à une pièce remplie de gens comme quelqu'un d'inachevé. À la fin de la soirée, Mathilde m'a serré dans ses bras devant plusieurs invités et a murmuré près de mon oreille, « Essaie de ne pas rendre de mains bizarres. Maman est déjà assez stressée. » À l'époque, je l'avais pris comme une demande de maintenir la paix. En y repensant maintenant avec tout ce que j'avais appris ce jour-là, je le comprenais différemment. Ils n'avaient pas peur que j'échoue à la remise des diplômes. Ils avaient peur que je sois enfin vu. Le doyen invita ma famille dans une petite salle de réception après la cérémonie. Ma mère ajusta son expression et s'avança pour se présenter avec une chaleur qu'elle ne m'avait pas montrée de toute la matinée. Elle m'appela notre Patricia comme si elle n'avait pas passé des heures à me traiter comme un problème. Le doyen félicita mes parents et dit qu'ils devaient être très fiers. Il mentionna que mes recherches avaient atteint le niveau des discussions d'éducation régionale, ce qui était inhabituel pour une étudiante en master. La bouche de mon père s'ouvrit légèrement. Il regarda ma mère d'une manière qui demandait s'il était censé le savoir. Ma mère dit, « Eh bien, elle a toujours été déterminée. » J'entendis la distance prudente dans ce mot, comme si ma détermination s'était produite quelque part en dehors de la famille, d'elle-même. Puis le doyen dit chaleureusement, « Nous avons été particulièrement reconnaissants de sa rigueur et de son honnêteté tout au long du processus d'examen de la subvention. » La pièce changea d'atmosphère. Mathilde regarda le sol. Le sourire de ma mère vacilla avant qu'elle ne le rattrape. Le doyen n'avait aucune idée de ce qu'il venait de décrire. Il exprimait une appréciation sincère. Il ne savait pas qu'il venait d'identifier le processus même que ma famille avait tenté de détruire. Il avait allumé une allumette sans savoir qu'il y avait quelque chose à brûler. Antoine me trouva dans le couloir après que la réception se soit vidée et parla doucement. Il dit qu'il se souvenait de la plainte concernant la subvention avec plus de détails qu'il ne l'avait partagée plus tôt à l'extérieur. Il dit que la plainte écrite avait été inhabituellement personnelle. Elle incluait des informations familiales privées qui ressemblaient moins à une préoccupation académique formelle et plus à quelque chose écrit par quelqu'un qui connaissait la candidate de près et personnellement. Il dit aussi qu'après le dépôt de la plainte, quelqu'un avait appelé le bureau de la fondation de son entreprise pour demander où les fonds de la subvention pourraient être redirigés vers une autre organisation à but non lucratif si ma candidature était officiellement disqualifiée. Je gardai ce détail en silence, sans parler. Mathilde avait annoncé son intention de lancer une fondation pour l'alphabétisation des enfants après le mariage, bien qu'elle n'ait jamais travaillé un jour dans l'éducation ou les organisations à but non lucratif. Ma mère avait passé des mois à décrire cela comme la preuve du cœur généreux et civique de Mathilde. Je vis enfin la forme complète de ce qui s'était passé. Il ne voulait pas seulement que je sois silencieuse et invisible. Il voulait que mon travail, mon domaine et ma crédibilité communautaire soient effacés avant que Mathilde n'essaie de construire quelque chose dans ce même espace. L'expression d'Antoine n'était plus celle d'un fiancé fier. Il ressemblait à un homme réexaminant attentivement tout ce qu'il pensait savoir sur la personne qu'il allait épouser. Ma mère me coinça dans le couloir devant la salle de réception. Sa voix était baissée et son visage avait l'expression qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable tout en posant un ultimatum. « Ne commence pas à fouiller dans des choses que tu ne comprends pas entièrement, dit-elle. Aujourd'hui c'est bien passé pour toi. Sois reconnaissante pour cela et laisse tomber. » Cette phrase unique confirma tout ce que j'avais besoin de savoir. Je lui demandai directement si elle avait déposé la plainte ou aidé quelqu'un d'autre à le faire. Elle ne répondit pas à la question. Au lieu de cela, elle dit que Mathilde avait travaillé dur pour en arriver là, que j'avais toujours été trop émotive et que je rendais les situations plus compliquées qu'elles ne l'étaient, et que parfois une famille devait faire des choix pour protéger son avenir. Je laissai les mots s'installer avant de répondre. Elle n'avait pas mentionné mon avenir. Elle avait dit l'avenir de la famille, et l'avenir de la famille dans son esprit avait toujours signifié Mathilde. Avant que je ne puisse dire autre chose, mon père, Thomas, apparut dans le couloir derrière elle.
Son visage disait qu'il en avait assez entendu pour savoir que quelque chose de grave et de laid s'était produit au sein de cette famille avant aujourd'hui. Il lui demanda doucement, « Caroline, qu'as-tu fait ?» Mon père, Thomas, n'avait jamais été la personne la plus bruyante de mon histoire. Mais ce n'était pas la même chose qu'être innocent. Il était resté silencieux tandis que ma mère construisait l'identité de la famille autour de Mathilde. Il avait appelé son silence neutralité et son absence équilibre. Il oubliait les événements scolaires, manquait les étapes importantes, et décrivait mes sentiments blessés comme de la sensibilité chaque fois que j'essayais de les lui exprimer. Debout dans ce couloir, il parut sincèrement ébranlé pour ce que je crois être la première fois. Je lui racontai tout ce que je savais, la subvention, l'appel, les 3 mois de documentation, la plainte anonyme remplie de détails que seul quelqu'un de notre foyer aurait pu avoir. Je le regardais pâlir lentement tandis que je parlais. Ma mère m'interrompit pour insister qu'elle n'avait fait que quelques appels téléphoniques. Elle dit qu'elle pensait que j'utilisais les difficultés familiales pour obtenir des points de sympathie sur une candidature universitaire. Quelques appels. Ces appels avaient failli mettre fin à mon diplôme, à mon financement et au programme communautaire qui aidait déjà de vrais élèves dans 3 écoles. Mon père dit à voix basse, « Tu as essayé de lui prendre sa bourse. » C'est alors que Mathilde entra dans le couloir et prononça la phrase qui mit fin à sa capacité de clamer la moindre innocence. Ce n'était pas comme si elle le méritait plus que moi. Tout le monde se tourna vers Mathilde. Elle comprit trop tard ce qu'elle avait dit à voix haute. Elle s'effondra, mais pas par culpabilité ou par un regret sincère. Ce qui en sortit était quelque chose qui s'était accumulé pendant des années, un ressentiment amer et organisé, déguisé en douleur. Elle dit que j'avais toujours reçu de la sympathie parce que je luttais visiblement, tandis qu'elle devait performer la perfection sans jamais recevoir le même genre de reconnaissance émotionnelle. Elle dit que mes recherches la faisaient paraître superficielle à côté de moi. Elle dit que la famille d'Antoine attachait une grande importance à la vraie éducation et au travail communautaire et que mon succès public soudain faisait se demander discrètement aux gens ce que Mathilde avait réellement construit avec tous ses avantages. Puis elle admit qu'elle avait parlé à ma mère de ma candidature à la subvention et l'avait activement encouragée à contacter l'université pour vérifier mes déclarations financières. Ma mère tenta d'interrompre, mais Antoine s'était déjà reculé. Il retira son bras de la taille de Mathilde, discrètement, sans faire de scène. Et juste comme ça, la fille en or se tenait dans un couloir sans fiancé à ses côtés, sans image parfaite à maintenir, et la vérité qu'elle avait finalement dite à voix haute planait dans l'air entre nous, où personne ne pouvait la reprendre. Mathilde se ressaisit rapidement et pivota avec la vitesse de quelqu'un qui avait pratiqué la déviation toute sa vie. Elle m'accusa d'utiliser le jour de la remise des diplômes pour détruire ses fiançailles par jalousie de longue date. Elle dit que je l'avais toujours détesté. Elle dit que j'avais manipulé le doyen, la professeure Lambert et Antoine pour qu'ils aient pitié de moi en jouant le rôle de la sœur maltraitée. Pendant un moment effrayant, ma mère reprit le contrôle du couloir. Elle se mit à pleurer bruyamment, disant que c'était précisément ce qu'elle avait voulu dire en ne voulant pas que je fasse honte à la famille aujourd'hui. Les gens à proximité s'arrêtèrent et regardèrent. Les voix se turent dans le couloir. C'était le même piège dans lequel j'étais tombé toute ma vie. Me faire paraître instable. Faire passer mon récit des événements pour une performance émotionnelle. Faire passer la vérité documentée pour des sentiments blessés. Mais cette fois, je n'ai pas élevé la voix. Je sortis mon téléphone et ouvris un email de la professeure Lambert que j'avais enregistré des mois plus tôt. L'objet indiquait, conclusion de l'examen final, appel de subvention du bois. Le document officiel de l'université faisait 17 pages. Mes dossiers financiers étaient entièrement vérifiés. Mes recherches étaient originales. La plainte ne contenait aucune base factuelle sur aucun point. Je tendis l'écran dans le silence et ne dis rien de plus. Je n'ai rien rendu public. Le faire m'aurait fait ressembler exactement au problème que ma mère avait toujours essayé de faire de moi, dramatique, utilisant la douleur familiale privée comme spectacle. Ce n'est jamais ce que j'ai voulu. Au lieu de cela, je demandai au doyen, à la professeure Lambert, à Antoine, à mes parents et à Mathilde d'entrer dans un bureau privé au bout du couloir. Le doyen accepta immédiatement. Son expression me dit qu'il comprenait déjà que quelque chose d'important se déroulait juste sous ses yeux. À l'intérieur, je présentai calmement et dans l'ordre les conclusions officielles de l'appel de l'université. La plainte n'avait aucune base valable sur aucun point. Ma documentation financière était exacte et entièrement vérifiée.
Mes recherches étaient originales et avaient été confirmées indépendamment. Les accusations anonymes avaient gaspillé des ressources administratives universitaires et avaient failli endommager un projet éducatif qui produisait déjà des résultats mesurables réels dans les écoles locales. Le doyen dit que l'université ne pouvait pas prendre de mesures sociales contre ma famille, mais elle pouvait y aller corriger le dossier officiel complet et clôturer le dossier en ma faveur. Il confirma également que mes recherches avaient été officiellement recommandées pour un poste de boursière rémunéré auprès du Conseil d'éducation régionale. Les mains de ma mère agrippèrent le bord de sa chaise. Elle n'avait pas arrêté mon avenir. Elle avait donné à l'université toutes les raisons de documenter exactement pourquoi j'en méritais un. La mère d'Antoine, Élise, demanda à prendre la parole avant que quiconque ne quitte la pièce. Elle s'assit droite, et sa voix était mesurée et claire, comme celle de quelqu'un qui avait pris une décision avant d'entrer. Elle dit que la fondation de sa famille avait discuté d'un partenariat avec la proposition d'organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation de Mathilde. Ce partenariat n'était plus quelque chose que sa famille pouvait soutenir. Elle expliqua que sa fondation ne construisait pas de relation avec un travail qui avait été fondé sur la sable de l'effort éducatif authentique de quelqu'un d'autre. Mathilde dit que c'était un problème de tension familiale, rien de plus. Ma mère dit que Mathilde ne devrait pas perdre d'opportunité pour ce qui n'était qu'un malentendu. Élise répondit sans élever la voix, « Le caractère n'est pas un malentendu. » Antoine ne fit pas de scène. Il ne fit pas d'annonce. Il dit simplement à Mathilde qu'il avait besoin de temps de réflexion par rapport à leur fiançailles parce qu'il ne pouvait plus faire confiance à la personne qu'elle était quand personne d'important ne la regardait. Mathilde me regarda avec une colère qui n'avait nulle part où aller. Je ne lui avais rien pris. Je n'avais planifié aucune de ses conséquences. J'avais simplement dit la vérité dans une pièce où les bonnes personnes étaient attentivement à l'écoute. Ses propres choix, faits année après année sur une longue période, l'avaient mené à ce moment précis. Le doyen annonça formellement lors de la réception privée que j'avais été sélectionné comme la première récipiendaire d'une nouvelle bourse de leadership éducatif d'1 an. Elle était accompagnée d'un salaire significatif, de partenariats actifs avec plusieurs académies publiques et de tout le soutien institutionnel dont j'avais besoin pour étendre mon programme pilote afin d'atteindre les élèves de toute la région. Mon père pleura. Il ne le fit pas de manière dramatique ou bruyante. Ce fut une seule larme silencieuse qu'il essaya de cacher en se tournant légèrement vers la fenêtre pendant que tout le monde me regardait, mais je l'observais et je la vis clairement. Il dit, « Patricia, je ne savais vraiment pas que tout cela existait. » Je le regardai et dis, « Tu n'as jamais demandé. » Cela eut un effet différent de tout ce que j'avais jamais argumenté avec lui auparavant. Je le regardai changer de visage, non défensif, ne se justifiant pas, juste honnête. Il avait choisi le confort de la distance plutôt que l'effort de prêter une réelle attention pendant des années, et il le savait sans mon aide. Ma mère, s'activant rapidement pour récupérer tout ce qu'elle pouvait de la pièce, dit que c'était une nouvelle vraiment merveilleuse pour toute la famille. Je lui répondis clairement, « Non, maman. C'est merveilleux pour moi. » Ce soir-là, ma mère m'appela et dit qu'il convertissait la réservation du déjeuner en dîner de remise des diplômes. Il y avait maintenant de la place pour tout le monde. Il y aurait des photos. Il y aurait une vraie célébration. Sa voix avait cette chaleur particulière qu'elle ne trouvait que lorsqu'elle avait besoin que les choses se passent encore comme elle le voulait. Je tins le téléphone un instant. Je sentis la vieille attirance familière, l'habitude construite au fil des années de me présenter pour maintenir la paix, de dire oui pour prouver que je n'étais pas difficile, de laisser ma famille s'accrocher à des choses qu'ils avaient essayé d'empêcher. Puis je pensais aux 5 places, aux murmures sur le parking. À la plainte remplie de détails de ma vie privée. Aux années de silence que j'avais maintenues juste pour protéger mon travail d'être réduit à néant à la table du dîner familial. Je lui dis non. J'allais dîner à la place avec la professeure Lambert, 2 camarades de classe, et une ancienne élève de mon programme pilote qui m'apporta une carte faite à la main qui disait « Vous m'avez aidé à croire que je pouvais aussi finir l'école. » Je tins cette carte longtemps. Quand je sortis du restaurant ensuite, ma mère se tenait sur le trottoir. Elle n'était pas venue s'excuser. Ma mère me dit que les fiançailles de Mathilde ne tenaient qu'à un fil et que la famille d'Antoine s'était retirée de toutes les discussions sur la fondation. Elle avait besoin que j'appelle Élise et que j'explique que la plainte n'était vraiment qu'un malentendu familial. Elle avait besoin que j'aide à protéger la réputation de Mathilde avant que tout ne s'effondre complètement. Je lui demandai, Mathilde a-t-elle protégé la mienne? Elle dit, c'est ta sœur. Je dis, et je suis ta fille.
Ma mère resta sur ce trottoir sans réponse élégante pour la première fois de ma mémoire. Je la regardais en chercher une et revenir bredouille. Puis elle prononça la phrase la plus cruelle que je l'ai entendue dire ce jour-là, « Tu sais, Mathilde ne peut pas gérer l'échec public comme toi. » Je restai immobile quand ces mots tombèrent. Elle avait passé toute ma vie à traiter ma capacité à survivre aux difficultés comme un permis. Ma résilience n'était pas quelque chose dont elle était fière. C'était quelque chose sur quoi elle s'était appuyée comme une raison de continuer à me donner moins, de continuer à demander plus, de continuer à s'attendre à ce que j'absorbe tout ce dont la famille avait besoin. Je lui dis non, simplement et clairement. Puis je rentrai à l'intérieur avant que sa culpabilité ne puisse prendre une nouvelle forme et me suivre à travers la porte. Un mois plus tard, l'université organisa un gala d'honneur officiel pour annoncer publiquement les lauréats de la bourse. J'avais presque décidé de ne pas inviter ma famille. Mon père appela et demanda doucement s'il pouvait y assister. Juste lui, dis-je oui. Ma mère et Mathilde vinrent quand même. Mathilde parut plus petite que je ne l'avais jamais vue debout dans une pièce. Pas d'Antoine à ses côtés, pas de bague de fiançailles, pas de projet de fondation à mentionner, pas d'image soignée toujours intacte. Ma mère s'assit à côté d'elle, parfaitement maîtrisée, espérant encore qu'être près de moi en public pourrait aider à restaurer quelque chose qu'elle avait endommagé. Le doyen m'invita à parler à nouveau. Cette fois, je ne parlais pas de douleur. Je parlais de dignité. Je parlais du danger spécifique d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour être fier de son propre travail. Je dis que certaines personnes vous traitent de honte non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'elles ont peur de ce que cela leur coûtera lorsque vous serez enfin clairement vu. La salle se leva. Mon père se leva le premier. Puis un par un, toute la salle suivit et se leva autour de lui. Ma mère resta assise. Tout le monde dans cette salle le remarqua. J'acceptai la bourse, déménageai dans un meilleur appartement près des bureaux de l'académie, et commençai à étendre le programme de soutien scolaire. Mon nom apparut dans le journal local parce que le programme fonctionnait. Des élèves qui étaient sur le point d'abandonner obtenaient maintenant leur diplôme. Mathilde perdit Antoine, non pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait, mais parce qu'il continuait à la voir clairement dans les petits moments sans garde qu'elle n'avait pas préparés. Sa fondation ne fut jamais lancée. Personne ne croyait à l'histoire qui la sous-tendait. Une fois les motivations claires, ma mère perdit l'image familiale polie qu'elle avait protégée pendant des années derrière le silence de ses enfants. Lorsque le silence cessa, l'image n'avait plus rien pour la maintenir. Mon père commença à construire quelque chose de nouveau avec moi, lentement et avec soin, non pas un retour à ce qui avait été, mais quelque chose de plus honnête que cela. Il ne me demanda pas de pardonner à une vitesse particulière. Sur mon bureau, j'encadrais deux choses, mon diplôme et la carte faite à la main de l'élève. Car ce matin de remise des diplômes, je n'avais pas seulement obtenu un diplôme, j'avais cessé de passer ma vie à demander à ma famille de me voir. Le moment le plus puissant ne fut pas de les voir perdre ce qu'ils avaient construit sur mon silence. Ce fut d'entendre mon nom appelé et de savoir que j'avais déjà gagné bien avant leur arrivée.